On ne voit que les façades qui brillent. Les villas baignées de soleil, les carrosseries sans poussière, les sourires figés sur papier glacé. On ne voit pas les réveils avant l'aube, la bouilloire qui chuchote dans une cuisine encore sombre, le cœur qui négocie avec lui-même pour choisir l'effort plutôt que l'oubli. On ne voit pas les carnets raturés, les plans corrigés, les renoncements qui ne font pas de bruit. La réussite se joue à huis clos, là où personne n'applaudit, là où l'on apprend à se choisir quand personne ne regarde. Le monde confond souvent éclat et profondeur. Le 1% ne pousse pas plus fort devant le public, il descend plus bas en lui-même quand la salle est vide. Il choisit la clarté plutôt que le confort, la concentration plutôt que la dispersion, l'action plutôt que l'excuse. Ce ne sont pas des gestes héroïques, mais des micro-victoires quotidiennes. La main qui se pose sur un livre au lieu du téléphone, le corps qui s'étire et se met en mouvement au lieu de se rendormir, l'esprit qui s'assied pour penser juste au lieu de tournoyer dans l'urgent. Il y a ces matins silencieux qui refont un destin. 1 heure pour organiser le chaos, trier l'essentiel du décoratif, relier la journée au cap. Cette heure ne te fait pas gagner du temps, elle t'en rend. Elle polit la boussole, elle réduit le bruit intérieur. Elle fait remonter à la surface les décisions difficiles qu'on repousse et les transforme en marches solides. À force d'être gravies, ces marches deviennent un escalier. Grandir dans l'inconfort, ce n'est pas se martyriser. C'est accepter la friction comme matière première. La friction d'une compétence encore maladroite, la friction d'un non-dit à transformer en vérité, la friction d'une peur à convertir en mouvement. Celui qui cherche l'aisance à tout prix s'endort au volant. Celui qui apprivoise l'inconfort garde la route et voit plus loin. Ce travail privé n'a pas de projecteur, mais il a des preuves. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. La constance avec laquelle tu reviens à l'essentiel. La sérénité qui s'installe quand les habitudes portent à ta place. C'est là que naît l'autorité tranquille, celle qu'on ne revendique pas, qu'on incarne. Elle ne se proclame pas, elle se constate dans la tenue de route, jour après jour. Échanger les distractions contre la discipline, ce n'est pas renoncer à la joie, c'est lui donner une chance de durer. La distraction consomme et laisse vide. La discipline construit et laisse des traces. Elle fabrique des espaces où l'attention respire, où les idées se posent, où l'énergie ne fuit plus par 1000 fissures. Elle rassemble ce qui était éparpillé et en fait un levier. Il faut aussi apprendre à fermer des portes, à dire non à ce qui flatte mais dilue, à se soustraire aux conversations qui rétrécissent, aux notifications qui hachent la pensée, aux comparaisons qui dérobent la gratitude. Fermer une porte, c'est rouvrir une fenêtre dans la tête. C'est protéger ce qui compte, ce qui nourrit, ce qui aligne. Dans cette pièce intérieure, l'effort devient rituel. Préparer la veille, ce que l'on accomplira demain. Choisir à l'avance ce que l'on lira, ce que l'on écrira, ce que l'on entraînera. Mesurer non pas pour se juger, mais pour se guider. Ajuster sans drame, corriger sans se flageller, avancer sans bruit. La performance cesse d'être un coup d'éclat pour devenir une forme d'hygiène. Ce que la foule prend pour de la chance n'est souvent que l'addition de décisions sobres, la patience de recommencer, l'humilité d'apprendre, le courage de couper, l'élégance de rester focalisé quand tout invite à s'éparpiller. L'intention devient une manière de marcher. Elle infuse chaque geste, redresse chaque détour, rappelle le cap quand la mer se ride. Au final, la scène publique n'est qu'un miroir tardif. Elle reflète le travail de l'ombre, les saisons de préparation, les heures silencieuses empilées comme des briques. Les titres, les photos, les trophées ne sont pas des causes, ce sont des conséquences. Le 1% ne gagne pas parce qu'il brille. Il gagne parce qu'il bâtit, patiemment, profondément, loin des regards, jusqu'à ce que l'intérieur devienne trop grand pour ne pas apparaître au dehors. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Quand j'ai commencé mon chemin, je croyais que la richesse était un fruit rare, cueilli par hasard au bon endroit, au bon moment. Je pensais qu'elle appartenait à ceux qui avaient flairé l'opportunité juste avant les autres. Signer le bon contrat, rencontrer la bonne personne. J'attendais que la chance se penche sur moi, comme si le destin devait me désigner d'un geste.
Mais les années ont fait tomber cette illusion, comme on gratte le vernis d'une peinture trop brillante. La vérité s'est montrée plus simple et plus dure. La richesse n'est pas un but que l'on poursuit, c'est une conséquence que l'on attire. Et pour l'attirer, il faut d'abord devenir le genre d'homme ou de femme qui la mérite. Tu ne bâtis pas une entreprise à $1 million avant d'être toi-même une personne qui vaut ce million dans sa pensée, sa rigueur, sa vision. La fortune extérieure n'est qu'un reflet de la fortune intérieure. Elle ne précède pas ton évolution, elle la suit. Le monde ne te donne pas ce que tu veux, il te renvoie ce que tu es. Si tu grandis en discipline, en sagesse, en lucidité, la vie, tôt ou tard, s'ajustera à ta hauteur. L'argent, les opportunités, les alliances, tout cela n'est que l'écho d'un esprit qui s'est élargi. Je me souviens de mes débuts. Je regardais le ciel et j'en voulais à la pluie. J'étais frustré, cassé, perdu. J'accusais tout, mon emploi, la société, le gouvernement, le hasard, sauf celui qui me regardait dans le miroir. J'avais le verbe aiguisé, mais la volonté rouillée. Je croyais avoir un problème d'argent, mais j'avais un problème de croissance. Je voulais plus sans devenir plus. Jusqu'au jour où mon mentor m'a confié une phrase qui m'a frappé en plein orgueil. Ne souhaite pas que la route soit plus facile, souhaite être meilleur sur le chemin. Cette phrase a traversé ma peau pour s'ancrer dans mes os. J'ai compris ce jour-là que l'argent n'était pas le problème, c'était le niveau de valeur que j'apportais. Le monde ne paie pas le temps, il paie la valeur du temps. Tu peux vendre tes heures, ou tu peux faire de tes heures une source de valeur inestimable. Le premier reste prisonnier de la montre, le second devient créateur d'abondance. J'ai arrêté de demander plus d'argent et j'ai commencé à me demander comment puis-je valoir davantage? Parce qu'on ne t'offre jamais plus que ce que tu mérites intérieurement. Alors, j'ai plongé dans le silence. J'ai étudié, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai remplacé le vacarme des distractions par la musique de la connaissance. Chaque matin, je me levais plutôt non pour courir, mais pour construire en moi l'homme que je voulais devenir. 1 heure avant que le monde ne se réveille, 1 heure pour moi, pour apprendre, réfléchir, écrire, ajuster. Certains jours, je lisais un passage sur la communication. D'autres, j'écrivais une page de journal pour comprendre mes propres blocages. Cette heure quotidienne est devenue la racine invisible de tout ce qui a fleuri ensuite. C'est là que j'ai compris une loi simple. On ne s'élève jamais au-dessus de sa philosophie. On ne dépasse pas son état d'esprit. La richesse ne vient pas à celui qui travaille le plus dur, mais à celui qui pense le plus juste. Tu peux transpirer 12 heures par jour et rester pauvre si ton esprit pense petit. Mais un seul changement de perspective peut multiplier tes résultats par 10. Chaque compétence polie devient un outil pour ton ascension. Chaque idée entretenue devient un pont vers ton abondance. La vraie richesse, c'est cette architecture invisible que tu bâtis en toi avant que le monde n'en voie la façade. Mais voici ce que beaucoup refusent d'entendre. Tes habitudes sculptent ton destin. Ce ne sont pas les grands élans, les discours ou les projets qui changent la trajectoire d'une vie, ce sont les petits gestes répétés. Ce que tu fais quand personne ne t'observe. Ce que tu choisis quand c'est plus facile de céder. Si tes soirées appartiennent aux écrans, ton futur appartiendra au néant. Si tes matins appartiennent à l'étude, ton avenir appartiendra à la lumière. Le 1% le sait. 1 heure passée à apprendre vaut plus qu'une journée passée à se distraire. Ils nourrissent leur esprit de stratégie, d'idées, de principes. Leurs pensées composent des intérêts invisibles qui croissent avec le temps. Peu à peu, ils pensent différemment, parlent différemment, agissent différemment et finissent par vivre différemment. Tu ne peux pas acheter la richesse. Tu dois la mériter par ton évolution. La prospérité fuit ceux qui la désirent sans discipline. Elle cherche ceux qui la préparent, lentement, patiemment, intérieurement. Parce que si tu donnes 1 million à un esprit pauvre, il le perdra. Si tu le donnes à un esprit riche, il le multipliera. Ce n'est pas l'argent qui crée la richesse, c'est la maturité qu'il rencontre entre tes mains. Le vrai but n'est donc pas d'être riche rapidement. Le but, c'est de devenir le type d'esprit qui attire naturellement la richesse, la crée, la garde, la fait croître. C'est là que le voyage commence. Non pas dehors, mais dedans. Car quand tu changes, tout change. Le monde extérieur se réorganise autour de ton évolution.
Tu ne cours plus après l'argent, c'est lui qui finit par venir à toi, attiré par la force tranquille de ce que tu es devenu. Quand j'ai commencé à observer les gens prospères, j'ai découvert un secret que peu soupçonnent. Ils ne pensent pas comme le reste du monde. La majorité regarde le court terme, obsédée par ce qu'elle peut obtenir aujourd'hui, tandis que le 1% fixe son regard sur l'horizon. Ils pensent en décennies, pas en journées. Ils sèment là où les autres veulent déjà récolter. Il comprend que la richesse n'est pas un sprint, mais une construction lente, patiente, presque sacrée. Ceux qui réussissent profondément savent que rien de durable ne naît dans la précipitation. La richesse véritable ne se fabrique pas dans le vacarme des opportunités rapides, mais dans le silence des décisions cohérentes. Chaque habitude est une brique. Chaque choix répété devient une poutre invisible. Ils avancent sans bruit, conscients que les grands édifices de la vie demandent des années de fondation avant de percer la lumière. La plupart veulent les fruits sans planter l'arbre. Ils veulent le résultat avant la racine, la gloire avant la discipline. Mais la vie n'obéit pas à cette logique. Elle récompense ceux qui savent différer le plaisir, qui troquent le court terme contre la vision, qui comprennent que ce qu'ils construisent lentement aujourd'hui leur offrira demain une liberté que la foule ne connaîtra jamais. Penser en décennies, c'est comprendre la loi du temps. Le temps est le seul investisseur impartial. Il multiplie ce que tu lui confies avec constance. Chaque effort, chaque geste, chaque habitude s'empile et finit par peser lourd. C'est une force douce, mais inarrêtable. Ce que tu fais tous les jours, le temps le magnifie ou le détruit. Si tu sèmes la distraction, il fera pousser le vide. Si tu sèmes la discipline, il fera pousser l'abondance. Il y a eu une époque où je vivais comme beaucoup, au jour le jour. Mon salaire tombait et je le dépensais aussitôt, comme si l'avenir n'existait pas. J'étais prisonnier de l'instant. Jusqu'au jour où un homme m'a dit « Tu vis comme si le temps te devait quelque chose. Si tu veux changer ta vie, arrête de penser en jours, commence à penser en décennies. » Cette phrase a fendu mon esprit comme un éclair. Elle a brisé la logique de l'urgence. Dès lors, j'ai commencé à faire des choix dont mon futur moi me remercierait. J'ai planté des graines, un peu d'épargne, un peu d'investissement, un peu de lecture, un peu d'apprentissage. De petits gestes, mais constants. Le miracle du temps, c'est qu'il récompense la persévérance plus que le talent. Tout se compose, la connaissance, l'argent, la confiance, la force intérieure. Une page lue par jour devient un livre par mois, puis une bibliothèque dans 10 ans. Une idée notée chaque matin devient une entreprise demain. Une relation entretenue avec soin devient un réseau d'opportunités que personne ne peut acheter. Mais voilà le drame de notre époque. Beaucoup sont devenus accros à l'immédiat. Ils veulent tout, tout de suite. L'amour instantané, le succès instantané, la reconnaissance immédiate. Ils consomment la vitesse comme une drogue incapable d'endurer la lenteur féconde. Pourtant, rien de grand ne se fait sans patience. Même le soleil ne se lève pas d'un bond. Il grimpe lentement, minute après minute, jusqu'à embraser le monde. Le succès pousse de la même manière. Il est d'abord invisible, souterrain, silencieux. Puis, un jour, il explose à la surface. Quand tu commences à penser en décennies, tu deviens paisible. L'impatience s'efface. Tu arrêtes de courir après les autres, de mesurer ton pas au rythme de la foule. Tu comprends que le vrai progrès n'a pas besoin d'être vu pour exister. Tu cesses de vouloir tout prouver. Tu tombes amoureux de la croissance elle-même, pas seulement de la récompense. La vie cesse d'être une course, elle devient une construction. Car l'homme qui plante un verger ne s'inquiète pas du fruit du jour. Il sait que ses enfants en vivront demain. Il sait que ce qu'il bâtit maintenant portera ses fruits longtemps après lui. Et cette vision lui donne une paix que la gratification rapide ne connaît pas. Le long terme transforme ton rapport au monde. Tes questions changent. Tu ne te demandes plus « Que puis-je gagner aujourd'hui ?» mais « Que puis-je bâtir qui me servira encore dans 10 ans ?» Tu n'espères plus le coup de chance, tu poses des fondations. Tu ne cherches plus à briller vite, tu veux durer fort. Et c'est ce décalage mental qui sépare les bâtisseurs des consommateurs, les riches des fatigués, les libres des pressés. Je me souviens encore de la première fois où j'ai appliqué cette logique. J'ai commencé à investir non pas mon argent, mais mon attention. À apprendre des compétences, à bâtir des relations, non pas pour en tirer profit tout de suite,
mais parce que je savais qu'elle me servirait un jour. Le savoir est une graine à germination lente, mais quand il éclot, il ne fane plus. Tout se compose avec le temps, la discipline, le caractère, la confiance, la réputation. Une graine d'investissement devient un arbre de liberté. Une habitude de lecture devient un océan de compréhension. Une décision juste répétée devient un destin. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de vouloir précipiter la vie. Tu cesses de paniquer si rien ne semble bouger. Tu sais que la graine pousse même quand tu ne la vois pas. Tu continues à arroser, à nourrir, à croire. Et un matin, sans prévenir, la moisson apparaît. Voilà le secret que le 1% garde dans son regard calme. Ils ne vivent pas dans la hâte, ils vivent dans la foi. Ils n'espèrent pas que le monde change du jour au lendemain. Ils le sculptent lentement, décennie après décennie, avec la certitude tranquille que les graines du long terme finissent toujours par crever la terre du présent. La discipline, ce mot que tant fuient, que tant redoutent, mais que les bâtisseurs de leur propre destinée embrassent comme un flambeau sacré. La discipline, c'est la force invisible qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. C'est la ligne fine entre les promesses murmurées dans la fièvre d'une nuit d'inspiration et les victoires gravées dans la matière d'une vie. Beaucoup attendent l'étincelle de la motivation avant d'agir. Ils se disent « Quand je me sentirai prêt, je commencerai ». Mais ce moment n'arrive jamais, car la motivation est capricieuse, fragile, éphémère. Elle vient avec la lune et s'enfuit au premier vent. La discipline, elle, ne dépend d'aucun ciel. Elle se lève quand tu ne veux pas te lever. Elle agit quand ton corps réclame l'abandon. Elle avance implacable, même lorsque ton enthousiasme dort encore. Le 1% ne se fie pas à ses émotions, il se fie à sa parole donnée. Il ne compte pas sur le feu du moment, il compte sur la solidité du rituel. La discipline, c'est cette promesse silencieuse que tu fais à toi-même et que tu honores, coûte que coûte. Ce n'est pas un cri, c'est un serment. Ce n'est pas une explosion, c'est un battement régulier, obstiné, fidèle. Il y a eu des matins où je ne voulais rien faire, où le livre semblait trop lourd, où le monde semblait trop grand, où chaque pas me paraissait inutile. Et pourtant, c'est dans ces matins-là que la véritable croissance se forge. Quand tu fais ce que tu dois faire, non parce que tu en as envie, mais parce que tu as décidé de le faire, tu t'élèves. Chaque fois que tu gagnes sur toi-même, tu gagnes un territoire intérieur. La discipline transforme le potentiel en progrès. Sans elle, le talent s'endort, la connaissance s'évapore, l'ambition se dissout. Tu peux être brillant, inspiré, entouré des meilleures idées. Si tu n'as pas la discipline de les exécuter, elles s'éteignent dans l'air. La discipline, c'est la main qui transforme le rêve en œuvre. C'est le marteau qui façonne la vision en réalité. C'est l'huile qui empêche la machine de ton esprit de rouiller. Les riches, les libres, les accomplis ont compris cela. Leurs succès spectaculaires sont bâtis sur des années de discipline invisible. Pas de miracle, pas de secret caché, pas de raccourci magique. Seulement des habitudes solides, répétées jusqu'à devenir des réflexes. Ils ne sautent pas de jour, ne négocient pas avec leurs excuses, ne trichent pas avec leurs promesses. Leurs gestes deviennent des automatismes, et leurs automatismes deviennent leur identité. La discipline ne punit pas, elle libère. Elle ne t'enferme pas, elle t'ouvre. Beaucoup croient que la liberté, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. Mais la vraie liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. C'est la capacité de te gouverner, de choisir ton cap et de t'y tenir. C'est le luxe rare d'être maître de soi. Ceux qui se soumettent à leurs émotions deviennent esclaves de leurs humeurs. Ceux qui se soumettent à leur discipline deviennent souverains de leur vie. Parce qu'à force de t'entraîner à te tenir parole, tu finis par te faire confiance. Et cette confiance est le socle du bonheur. Tu cesses de douter, de te trahir, de vivre en victime. Tu deviens fiable, stable, fort. Tu marches avec la tête haute, non par arrogance, mais parce que tu sais que tu peux compter sur toi. La discipline est une conversation entre ton présent et ton futur. Chaque fois que tu résistes à la tentation de céder, ton futur, toi, te remercie. Chaque fois que tu choisis l'effort au lieu du confort, tu lui offres un peu plus de paix, un peu plus de puissance, un peu plus de liberté. Pense-y, tu peux avoir toutes les ressources du monde, mais sans discipline, elles ne servent à rien.
C'est comme une voiture sans essence, belle mais immobile. La discipline, c'est le carburant. C'est elle qui te lève avant l'aube quand la fatigue t'enchaîne. C'est elle qui t'oblige à étudier pendant que d'autres s'abandonnent aux distractions. C'est elle qui t'incite à économiser quand la foule dépense pour impressionner. Et plus tu l'utilises, plus elle devient forte. La discipline n'est pas une réserve limitée, c'est un muscle. Chaque fois que tu la pratiques, elle se renforce. Ce qui était difficile devient naturel, ce qui semblait insurmontable devient routinier. Elle te forge jusqu'à ce que l'action juste devienne ton réflexe. C'est ainsi que le 1% avance, sans attendre l'inspiration, sans attendre les conditions parfaites, sans chercher la facilité. Ils échangent le confort contre la constance, l'émotion contre l'action. Pendant que la majorité se perd en intention, les disciplinés bâtissent des empires dans le silence. Ils ne s'agitent pas, ils s'ancrent. Ils ne promettent pas, ils produisent. Voilà la vérité nue. La discipline n'est pas un fardeau, c'est une clé. Elle ouvre la porte de la liberté, de la paix, de la confiance. Elle te donne ce que la motivation ne peut pas, la maîtrise. Et c'est cette maîtrise qui transforme une vie ordinaire en œuvre d'art. Commence petit. Lève-toi à la même heure, lis quelques pages, écris quelques lignes, travaille un peu plus que nécessaire. Épargne, apprends, répète. Chaque jour où tu tiens ta promesse, tu gravis une marche invisible. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu regardes en arrière et tu vois le sommet. Pas parce que tu as eu de la chance, mais parce que tu as tenu bon. Parce que tu as choisi la discipline là où d'autres ont choisi le confort. C'est elle, la véritable magie du 1%. Pas un don, pas une faveur divine. Juste la fidélité à soi-même, répétée chaque matin jusqu'à devenir une légende silencieuse. L'argent. Ce mot qui fait tourner la terre, qui nourrit les rêves comme il réveille les peurs. La plupart des gens le regardent comme une fin, un trophée, une preuve. Le 1%, lui, le voit comme un outil, un levier, une énergie à diriger. Là où beaucoup travaillent pour l'argent, les sages ont appris à faire travailler l'argent pour eux. Et c'est là que la différence naît, dans la compréhension du rôle que joue chaque pièce, chaque billet, chaque profit. L'argent, mal compris, devient un maître cruel. Bien compris, il devient un serviteur loyal. Il ne faut pas le craindre, ni l'idolâtrer, mais l'apprivoiser. Il ne s'agit pas de le poursuivre comme un gibier, mais de le cultiver comme un jardin. Chaque euro que tu gagnes peut être une graine ou une cendre. Si tu le dépenses pour impressionner, il s'évapore. Si tu l'investis avec conscience, il s'enracine, grandit et finit par porter ses fruits. Je me souviens du temps où je croyais que l'argent était le but. Je voulais en avoir, le montrer, le sentir sur mes comptes comme une preuve de valeur. Je pensais que plus j'en posséderais, plus je serais respecté, aimé, libre. Mais j'avais tort. L'argent n'achète pas la liberté. Il révèle la discipline. Donne 1 million à un esprit indiscipliné, il le perdra. Donne 100 euros à un esprit stratégique, il les multipliera. L'argent n'est pas le maître du jeu, il est le miroir du joueur. L'argent dans tes mains est comme une graine dans le sol, il ne pousse que si tu le plantes au bon endroit. Dépense-le sans but et il meurt. Investis-le avec intelligence et il revient avec des renforts. Les riches ne laissent jamais leur argent dormir. Chaque euro doit travailler, servir, produire. Ils le dirigent comme un général en campagne. Chaque soldat a une mission. 1 euro ici pour croître, un autre là pour apprendre, un autre encore pour créer. C'est cette intention, cette rigueur qui transforme l'argent en empire. Il y a une discipline sacrée dans leur gestion. Les riches ne dépensent pas pour prouver, ils dépensent pour produire. Quand ils gagnent un profit, ils ne le font pas en s'offrant un luxe inutile. Ils le réinvestissent dans quelque chose qui leur donnera plus de liberté. Une entreprise, une action, un bien, une idée. Là où les masses achètent des passifs, eux achètent des actifs. Et cette différence de mentalité, répétée année après année, finit par creuser un gouffre entre deux vies. L'une dépendante, l'autre libre. Beaucoup croient que vivre au-dessus de ses moyens, c'est vivre mieux. Mais c'est l'inverse. Vivre en dessous, c'est vivre stratégiquement. C'est permettre à ton argent de respirer, de se multiplier, de s'organiser pour te libérer demain. Chaque dépense inutile est une graine mangée au lieu d'être semée. Chaque achat émotionnel est un arbre qu'on a refusé de planter. Quand j'ai commencé à gagner plus que ce dont j'avais besoin, j'ai fait comme tout le monde. J'ai célébré.
J'ai changé de téléphone, de vêtements, d'habitude. J'appelais cela une récompense. Mais très vite, j'ai compris. Chaque euro dépensé pour flatter mon ego ne reviendrait jamais. Chaque euro investi, lui, me rapportait un allié. L'argent a cessé d'être un symbole pour devenir un système. Un instrument de croissance, pas de compensation. C'est là que tout a changé. J'ai compris que les profits sont des graines, pas des fruits. Le fruit, tu le manges et il disparaît. La graine, tu la plantes et elle te nourrit pour toujours. Chaque profit que tu transformes en actif devient un ouvrier silencieux qui travaille pour toi, même pendant ton sommeil. Et à mesure que tes actifs croissent, ton temps s'élargit, ta liberté respire, ta vie se simplifie. Les riches célèbrent leur succès par le réinvestissement. Ils savent que le plaisir de dépenser est éphémère, mais que la joie de faire croître quelque chose est durable. Ils trouvent leur fierté non dans ce qu'ils possèdent, mais dans ce qu'ils construisent. Ils n'achètent pas pour briller, ils achètent pour bâtir. Leurs possessions travaillent pour eux. C'est pourquoi l'inflation du style de vie est leur ennemi juré. Ce murmure doux qui dit « tu l'as mérité ». Cette voix qui pousse à acheter plus quand on gagne plus. Mais chaque hausse de dépenses tue une part de liberté. Chaque fois que ton confort suit ton revenu, ta croissance s'arrête. Les riches, eux, gardent leur train de vie sobre même quand leur revenu explose. Ils ne célèbrent pas par la consommation, mais par la création. Ils comprennent une vérité essentielle. L'argent n'est qu'un multiplicateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es discipliné, il multiplie ta liberté. Si tu es impulsif, il multiplie ton chaos. Voilà pourquoi la véritable éducation financière n'est pas d'apprendre à gagner, mais à gérer, à multiplier, à canaliser. Chaque euro est une décision, chaque dépense est une direction, chaque investissement est une graine d'avenir. Tu choisis, à chaque fois, entre nourrir ton présent ou fortifier ton futur. Le 1% choisit toujours le futur, car il sait que le plaisir de maintenant n'égalera jamais la puissance de demain. Alors, regarde ton argent autrement. Ne le vois plus comme un trophée, mais comme une armée. Donne-lui des ordres. Dis-lui où aller, quoi construire, qui servir. Ne laisse aucun de tes profits dormir. Car un euro immobile perd sa valeur, mais un euro qui travaille t'en rapporte 2. La liberté financière ne naît pas du montant que tu gagnes, mais du degré auquel ton argent travaille sans toi. C'est cela que les riches ont compris. On ne devient pas riche en accumulant, mais en orchestrant. Ils ne courent pas après les billets, ils bâtissent des systèmes où les billets se multiplient d'eux-mêmes. Ils ne dépensent pas pour nourrir leur ego, mais pour agrandir leur influence. Ils ne cherchent pas à impressionner, mais à prolonger. Et un jour, sans bruit, pendant que d'autres continuent à échanger leur temps contre de l'argent, eux découvrent la paix de ceux dont l'argent travaille plus dur qu'eux. Ce jour-là, l'argent cesse d'être un maître. Il devient un serviteur fidèle, un architecte silencieux de liberté, un souffle qui ne s'épuise jamais.